L'actu. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu Avec l'invité. L'invité des regards. Et vous êtes toujours en direct de Radio Anthropocène et cette semaine, pour le coup d'œil des regards, nous avons le plaisir de recevoir la directrice de la Villa Gilet, organisatrice de cet événement, Lucie Campos. Lucie Campos, bonjour. Bonjour. Alors merci de nous accueillir en votre antre pour le Littérature Live Festival que nous avons auquel nous avons le plaisir de participer aujourd'hui. Et pour entrer dans le vif du sujet, Lucie Campos, est-ce que vous pourriez nous préciser, pour nos auditeurs et nos auditrices, le thème de ces festivals et les enjeux que vous voyez à faire de la littérature un médium pour penser notre temps, celui de l'Anthropocène ? Tout à fait, merci d'être ici avec nous. C'est plus qu'un antre, c'est une villa. La Villa Gilet, c'est une maison des écritures et une maison des écrivains. Qu'il s'agit de faire vivre effectivement au rythme du temps. Les écrivains vivants d'aujourd'hui écrivent des histoires, des essais sur toutes sortes de choses, mais ils se nourrissent du monde autour d'eux. Et ils se nourrissent de questions, d'expériences, d'histoires reçues ou transmises aussi. Et parmi ces questions, ces expériences, ces histoires transmises, il y a beaucoup de questions aujourd'hui sur les transitions face auxquelles nous nous trouvons et ce qui se passe dans ce monde autour de nous. Qu'est-ce que c'est que le Festival Littérature Live ? C'est un festival qui dit que la littérature est vivante, qu'elle est faite d'autant d'écrivains vivants aujourd'hui qui racontent autant d'histoires. Et parmi ces histoires-là, il y a aujourd'hui beaucoup d'histoires qui s'interrogent sur le vivant ou qui nous proposent des regards différents, qui nous proposent d'aller parcourir autrement des paysages ou des expériences. Et donc, les écrivains ont des choses à dire. Ils pensent parfois un peu à côté de ce que disent les politiques ou ce que disent les experts. Ils pensent parfois avant, ils pensent parfois autrement, mais ils pensent avec nous et leurs histoires sont des manières de réfléchir à tout ça. Et alors justement, vous l'écrivez sur le site du festival, chaque époque se pense dans ses récits, habitons pleinement la nôtre, comment habiter le monde poétiquement et politiquement. Alors qu'est-ce que ça signifie, Lucie Campos, que d'habiter en littérature, et ce d'autant plus que c'est précisément l'habitabilité même qui est menacée aujourd'hui à l'heure de l'Anthropocène ? Merci beaucoup de votre lecture attentive de ce que nous écrivons. Effectivement, habiter le monde, ça nous concerne tous, mais l'écrivain habite le monde avec le langage. Je vais vous parler d'expérience et d'histoire transmise, mais ce par quoi il traite l'expérience et ce par quoi il a quelque chose à apporter, c'est le langage. L'écrivain est le spécialiste des mots, des formules, et des formules non écrites d'avance. Ce que nous écoutons ou ce que nous allons chercher quand nous allons ouvrir un livre, c'est des manières de mettre les mots sur les choses. Et habiter le monde en littérature, c'est cela. C'est parler autrement, c'est trouver les mots qui vont, ou les mots qui font penser, ou les mots qui ouvrent, qui peut-être ne sont pas encore précis ou sont à renouveler, mais des mots qui ouvrent sur la pensée du monde comme il va. Donc, en pratique, c'est quoi ? C'est comment décrire un paysage aujourd'hui ? Comment parler de l'eau, de la montagne, de la nature et ou de la ville, de la rue, de l'expérience de l'urbain ? Comment en parler avec des mots qui sont justes et avec des mots qui font sens par rapport à l'expérience du lecteur et par rapport à une expérience longue qui est celle de l'écrivain ? Donc c'est d'abord ça. Alors j'aimerais qu'on avance un petit peu dans cet échange et revenir avec vous sur le thème de l'engagement et de son lien avec la littérature. Le 9 décembre 1964 se tenait un débat qui est resté célèbre, qui a fait date, à l'invitation de Clarté, le journal de l'Union des étudiants communistes français. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Yves Berger, Jean-Pierre Fay, Jean Ricardou et Georges Semprin échangeaient autour d'une question qui est restée célèbre: que peut la littérature ? Alors, on le sait, ce débat a parcouru les âges au gré des récits qui opposaient finalement l'auteur comme un citoyen et un spectateur engagé dans son temps contre une disposition et une vision qui aurait été celle de l'art pour l'art, finalement un récit qui s'affranchit et qui ne juge pas la politique.
Qu'en est-il aujourd'hui à l'heure de l'Anthropocène? Est-ce que vous pensez que la littérature doit être un engagement? C'est une immense question. En 1964, je n'étais pas née, vous non plus. Et la plupart des écrivains, je dois dire, qui sont au programme de notre festival, qui sont de toutes les générations, mais beaucoup des écrivains que nous recevons n'étaient pas nés non plus en 1964. Cependant, cette question de l'engagement, elle existe aujourd'hui, et elle existe en d'autres termes aujourd'hui qu'elle n'existait à l'époque de ce débat sur l'art. Je dirais que nous ne parlons jamais au nom de tous les écrivains. La littérature est faite d'un ensemble de mondes et de langages, mais parmi les écrivains qui viennent ici parler dans un festival comme celui-ci, il y a des écrivains qui, parce qu'ils sont soucieux d'habiter le monde, comme on le disait tout à l'heure, ont quelque chose, se servent du langage poétique, esthétique, littéraire pour dire des choses, ou en tout cas pour chercher des manières de dire et des manières de penser et de réfléchir. Est-ce qu'ils sont engagés? Ils le sont chacun à leur manière. Je peux citer quelqu'un qui n'est pas au programme mais qui le sera dans les années qui viennent. Je peux citer par exemple un Jean-Baptiste Del-Amo, qui est un écrivain de fiction publié chez Gallimard. Ces écrivains sont des romans de façon totalement assumée, mais il est par ailleurs dans la vie très engagé dans la cause écologique. Il sépare très nettement ces deux engagements, mais la fiction est pour lui une manière de travailler en profondeur sur ces questions-là. Donc parmi des écrivains que nous recevons, il y a des écrivains qui sont engagés au sens militant du terme. Il y a aussi des écrivains qui ne sont pas engagés politiquement, mais dont tout le travail poétique va vers la construction d'un langage qui n'existe pas encore et que eux se sentent responsables de devoir faire exister. Et il y en a plein, mais parmi nos auteurs qui ne sont pas forcément de grandes célébrités, mais qui sont de vrais artisans du langage, je dirais qu'il y a autant donc une Lucie Taillem, qui est une poétesse, écrivaine de fiction, et qui a publié un texte sur les décharges et sur les détritus. Qu'est-ce que c'est que écrire en poète sur les décharges? C'est essayer de trouver un langage pour dire ce qu'on ne dit pas, ou faire entrer en langage ce qui n'y est pas entré, et ce qui, n'étant pas entré en langage, est aussi en dehors de la conscience collective. Donc la littérature est engagée dès lors qu'elle fait re-rentrer dans une conscience collective certains objets. C'est aussi une Esther Kinski, écrivaine de langue allemande, qui nous parle de son dernier livre, dont le titre est Rombo. Rombo, c'est le bruit de la terre qui tremble. C'est le bruit que fait le tremblement de terre quand il détruit une ville. Et c'est ce que peut dire le poète après un tremblement de terre sur cette terre qu'il habite et qu'il essaye de comprendre et à laquelle il essaye de donner une voix, une place. La réflexion d'Esther Kinski va au-delà du tremblement de terre. C'est aussi une réflexion qui se poursuit de livre en livre sur qu'est-ce que c'est qu'un fleuve, qu'est-ce que c'est que penser avec le fleuve, qu'est-ce que c'est que penser avec le paysage. Et ce travail-là, il est non militant au sens politique, mais il est extrêmement actif au sens de faire re-rentrer certaines choses, certaines questions dans notre monde. Vous nous parlez justement d'une pluralité d'engagement, d'une pluralité de voix de la part de ces auteurs. Tout à l'heure, vous vous interrogez sur le fait de savoir comment parler avec des mots qui sont justes. Ma question va porter plutôt sur comment rendre accessible l'ensemble de ces voix, l'ensemble de ces engagements. Comment est-ce que le festival finalement ouvre à différents types de publics, justement l'ensemble de ces voix, de ces auteurs? Alors, la première chose à dire, c'est que la littérature est accessible. La littérature, c'est un grand mot, c'est un vieux mot, c'est un mot très noble. Mais la première manière d'y accéder, c'est d'écouter un écrivain qui parle. Et d'écouter un écrivain qui dit quelques phrases sur ce que c'est qu'écrire et pourquoi il le fait. Et ensuite, c'est d'écouter une lecture d'une page d'un écrivain. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de lire tout le livre. Alors, j'espère qu'on en aura envie à la fin. Mais entendre une page, c'est déjà entrer en littérature. Et c'est ce qu'on essaye de dire dans ce festival où chaque écrivain lit, chaque écrivain vient à la rencontre de ses publics et répondre à des questions de ceux même qui n'auraient pas lu tout le livre et qui simplement s'interrogent sur les mots qui sont là. Donc accessible, oui, mais évidemment, on a à le redire à chaque fois. On redit aussi beaucoup que
ces écrivains ne sont pas forcément connus, mais que ça n'a aucune importance. Nous les avons lus pour vous. S'ils sont là, c'est que nous croyons en une certaine force de ce qu'ils ont à raconter. Et nous savons qu'ils souhaitent partager quelque chose de cette démarche d'écriture et de narration. Donc vous n'avez pas lu les livres, c'est normal, mais venez écouter et venez interroger, parce que les écrivains, inversement, se nourrissent de ces questions-là et leurs œuvres futures s'inscrivent dans la continuité de toutes ces conversations accumulées. Et alors vous parlez de paysage et l'on voit un atterrissage spatial assez évident dans toute la programmation. Je crois qu'il y a notamment un échange qui va s'appeler les lieux du livre, ici et maintenant. Est-ce que vous voyez finalement une évolution du paysage littéraire à l'œuvre aujourd'hui qui serait en marche et justement dans les contenus et les formes des auteurs que vous avez pu suivre au gré de ces différentes années? Est-ce que vous voyez un atterrissage des thématiques qui pourraient être évoquées en littérature? Le paysage est partout en littérature. Déjà, première chose, vous rentrez dans une librairie. Il n'y a plus de librairie sans une table entière de romans, récits, poèmes, récits d'expérience, etc. sur la montagne, ma vallée, ma ville, mon parcours dans les océans, mon séjour sur une île. Cette question du lieu dans lequel on habite ou vers lequel on va ou dans lequel on rêve, elle est partout. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été là avant, mais elle est là aujourd'hui chez les écrivains d'aujourd'hui et de façon transversale, que ce soit chez les poètes, chez les écrivains de romans classiques, chez les philosophes. Il y a donc avec ça des maisons d'édition qui sont très actives dans l'identification de ce qu'on appelle des nouvelles voies et dans la recherche de récits et d'histoires qui soient pertinents pour ce désir de paysage et de parler de l'Anthropocène. Il y a plusieurs collections qui sont nées ces dernières années chez des grands éditeurs, notamment comme Actes Sud, mais aussi chez de tout petits éditeurs qui s'engagent, comme les éditions d'Alva, par exemple, qui souhaitent dire le monde, enfin, faire accueil à des écrivaines qui disent le monde autrement avec leurs mots. Donc, vous avez des maisons d'édition totalement indépendantes, des toutes petites équipes et des grosses équipes qui se préoccupent aujourd'hui de ces questions-là parce qu'elles savent que ça fait partie des choses que les gens ont envie de lire. Donc, c'est là en librairie, c'est là dans les maisons d'édition. Et c'est là, a fortiori, dans les programmations, puisque les programmateurs que nous sommes cherchons à donner dans nos programmations un goût de ce qui se passe là, dans ce grand monde de la chaîne du livre et de ce qui est en train de s'écrire. Donc évidemment, je vous dirais, même si l'Anthropocène ne nous intéressait pas, ce qui est loin d'être le cas, parce que chez nous, à la Villa Gilet, c'est quelque chose à quoi on réfléchit, mais même si cela ne nous intéressait pas et que nous étions purement en devoir de donner une photographie de ce qui se passe aujourd'hui en littérature, on ne pourrait pas ne pas faire place à ça. Par ailleurs, les écrivains sont demandeurs. Donc, j'ai parlé de la chaîne du livre à proprement parler, mais avant ça, il y a les démarches d'écriture. De plus en plus de nos écrivains ne viennent pas de la ville ou ne viennent pas de parcours classiques. Ils viennent, alors il peut y avoir des parcours tout à fait classiques, mais beaucoup d'entre eux, de plus en plus, viennent de parcours qui sont passés par d'autres expériences, par des changements de vie, par des choix aussi, de cesser un certain type d'activité, d'arriver à une autre ou d'aller se frotter à certaines expériences. Et j'ai l'impression que de plus en plus, ces espèces de changements d'expérience font partie de la matière avec laquelle travaillent les écrivains et plus encore, en fait, de la démarche d'écriture de cette génération. Et concernant la scène littéraire que vous mettez en scène au sein de ce festival, on le voit, ce sont des auteurs et des autrices qui viennent d'horizons variés et on a l'impression que la polyphonie, c'est une démarche qui est assumée dans le festival. Est-ce que c'est une nécessité qui est d'autant plus forte pour penser l'ethnographie des mondes à venir, comme le disent très justement Philippe Descola et Alessandro Pignocchi, et ce alors même que France Culture titrait récemment « Pourquoi la littérature étrangère n'a plus la cote en France ?» Alors, qu'en est-il ici à la Villa Gilet ? La polyphonie d'abord, oui, c'est important.
Ce dont nous parlons, c'est un phénomène mondial. Enfin, ça dépasse de loin les chapelles, ça dépasse de loin nos petites appartenances et nos petites communautés. Ce dont je vous parle, c'est à la fois ce qui s'écrit en Allemagne, aux États-Unis, en France, en Espagne. C'est un phénomène absolument global, nous le savons. D'ailleurs, l'Anthropocène, c'est une ère. Et il serait absurde de traiter de cette question de façon uniquement franco-française. C'est depuis longtemps, disons, la marque de fabrique de la Villa Gilet que d'inviter des écrivains étrangers à venir parler de leurs œuvres au moment où ils sont traduits en France. Mais ces temps-ci, effectivement, de plus en plus, cette discussion internationale est extrêmement intéressante. Parce qu'on a tendance à oublier que ce qui se pense ici dans nos vallées, nos montagnes ou dans nos villes, ici en France, se pense aussi dans les Andes, se pense aussi en Afrique, se pense aussi en Grèce, face à des constats qui sont parfois différents, mais qui rejoignent des mêmes lames de fond de changement. Donc oui, polyphonie, et oui, c'est important. Et les écrivains eux-mêmes sont très désireux de l'entendre et de le pratiquer. C'est-à-dire que, effectivement, un écrivain qui travaille sur, je sais pas, la fonte des glaciers, ici dans les Alpes, va accueillir avec un vrai intérêt, une conversation avec un écrivain argentin qui lui-même se préoccupe de questions de mutation du paysage. Donc c'est une des choses qu'on essaye de faire ici. On le fait à une petite échelle, évidemment, ça n'est pas le monde, mais ce sont une diversité de voix qui viennent parler ensemble, et ça est enrichissant. C'est aussi un souci, puisqu'il est de plus en plus compliqué de faire voyager des écrivains. Il ne s'agit plus de les faire venir. On ne fait pas venir un écrivain argentin pour 2 jours. On le fait venir pour, idéalement, 3 semaines ou 1 mois. Et ça fait partie aussi d'une démarche qui est la nôtre, d'essayer de traiter de façon responsable cette polyphonie dont vous parliez tout à l'heure. Mais pardon, j'ai perdu la deuxième moitié de la question. Est-ce que vous y avez répondu indirectement sur la nécessité de ces échanges polyphoniques et multiculturels pour documenter l'Anthropocène, et ce alors même qu'en France, visiblement, il y aurait une déperdition de la littérature étrangère? Alors la déperdition de la littérature étrangère, venons-y. Effectivement, les libraires vous diront que la littérature est de plus en plus difficile à vendre, et que les chiffres de vente, et notamment les chiffres de vente sur la littérature en traduction, ne sont pas bons. Quand on parle de littérature en traduction, de quoi parle-t-on ? Il y a 20 ans, on aurait parlé de la grande littérature américaine, la grande littérature latino-américaine, entre autres. Il y a eu 2 grandes vagues qui étaient la traduction de grands écrivains américains du Nord et de grands écrivains latinos. Cette littérature-là existe encore, mais ces vagues sont en fin de cycle. Ils sont là, mais ces écrivains ont passé le cap de leur plus grande maturité. Certains sont en train de passer la main. On les voit disparaître les uns après les autres, et c'est une nouvelle génération qui est en train d'arriver. Est-ce qu'elle se vend, cette nouvelle génération ? Je ne sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est là, c'est qu'elle est en train d'écrire, et que les écouter, c'est absolument passionnant. Nos publics sont là et les entendent. Je souhaite qu'ils se vendent, mais la librairie arrive en quelque sorte après le débat. Faisons d'abord du débat, nous vendrons ensuite des livres. Alors le temps avance, hélas, on est toujours trop court. Mais dans la programmation, j'ai également noté la présence d'un échange, ce qui s'appelle Nos Folies, si je ne me trompe pas. Alors j'aimerais vous entendre justement sur ce terme de folie. Est-ce qu'on peut considérer que la littérature serait un médium privilégié justement pour constituer et en fait créer des formes de récits alternatives, alors même que c'est peut-être la rationalité qui nous a conduits dans le mur écologique? Et donc, est-ce que la littérature est un lieu d'exploration de l'irrationnel, et quel peut être son rôle pour l'avenir? Oui, elle est un lieu d'exploration. Si on ne faisait de la littérature que rationnelle, on n'arriverait pas à grand-chose. Alors, nous avons de grands penseurs aussi, des philosophes, de grands descripteurs du vivant, mais ce que fait le romancier, c'est autre chose. Je vous ai décrit une démarche très responsable tout à l'heure. Oui, nos romanciers sont militants et responsables, mais heureusement
qu'ils ont aussi un regard sur la folie et un désir de dire ce qui dépasse le rationnel, ce qui dépasse ce qui est compréhensible, ce qui dépasse ce qui est absorbable dans l'échelle d'une petite expérience humaine. Et c'est ça que nous disent les romanciers, et les meilleures histoires nous disent aussi ce moment d'excès qui nous émeut, qui nous effraie et qui fait changer l'histoire. Eh bien, je vous remercie, Lucie Campos, d'avoir été avec nous pour ce coup d'œil des regards. Je rappelle que vous êtes la directrice de la Villa Gilet et organiste de cet événement Littérature Live. Merci beaucoup. Venez écouter et débattre. Et lire. Et lire. Regard sur l'actu. Regard sur l'actu. English first arrived in India in the early 1600s. It coexisted alongside many Indian languages like Regard sur l'actu. So now I'm in studio. L'actu. Come on, Telugu.